Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce chapitre 2 sur protéger mon foyer. Aujourd'hui, on va aborder ensemble les régimes matrimoniaux, quel peut être l'impact sur votre conjoint, sur votre foyer. Allez, c'est parti. Au travers de cette vidéo, on va systématiquement prendre comme exemple la résidence principale. En effet, c'est un bien sensible qui va nous permettre de comprendre quels sont les avantages et les inconvénients des différents régimes matrimoniaux et les différentes situations de votre foyer. On va commencer donc par l'union libre. L'union libre n'est pas un régime, c'est un état de fait. Vous êtes deux personnes potentiellement vivant sous le même toit avec des enfants. Vous n'êtes pas considéré comme héritier. Si vous souhaitez transmettre du patrimoine à votre concubin, ça se fera via un testament. Le problème qu'on va avoir, c'est que vous ne bénéficiez pas de la loi TEPA, et donc en cas de transmission du patrimoine entre deux concubins, sous une union libre, il y a une fiscalité successorale à hauteur de 60%. Prenons notre exemple de notre résidence principale, qui vaut 200 000 €. Elle a été acquise 50-50 entre monsieur, madame, monsieur, madame, madame. Elle vaut 200 000 €, donc 100 000 € chacun. En cas de décès de monsieur, monsieur a mis en place un testament pour que madame soit protégée. Le problème qu'on va avoir, c'est que sur la part de monsieur, va s'appliquer une fiscalité de 60%. Donc, si madame veut récupérer la jouissance globale du bien, elle va devoir payer 60 000 € à l'État. Depuis 1999, existe le PACS. Le gros avantage du PACS, c'est que vous allez pouvoir transmettre du patrimoine de l'un vers l'autre en cas de décès sans aucune fiscalité. Le problème du PACS, c'est que vous n'êtes pas considéré comme héritier. Ça veut dire que dans une dévolution successorale classique, le partenaire de PACS survivant n'hérite pas de la quotité disponible ou d'une quote-part de la quotité disponible du partenaire de PACS décédé. On a la possibilité cependant de mettre en place un testament, et la mise en place d'un testament permet, en lien avec le PACS, de pouvoir transmettre, par exemple dans notre exemple de résidence principale, du patrimoine au partenaire survivant sans fiscalité. Vient ensuite la situation de mariage. On ne va pas faire la distinction entre séparation de biens ou communauté. La grosse différence sera dans le calcul de la masse propre et de la masse commune. C'est pas l'objectif de cette vidéo, ça sera peut-être, si ça vous intéresse, le sujet d'une vidéo séparée. N'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire en commentaire si ça vous intéresse. Pour bien comprendre la transmission du patrimoine et donc la protection du conjoint et du foyer, dans le cas de mariage, il faut comprendre déjà que certaines personnes sont héritiers réservataires et d'autres ne le sont pas. Typiquement, dans notre cas initial, monsieur, madame, 2 enfants, étant donné qu'il y a des enfants présents dans cette situation, le conjoint n'est plus un héritier réservataire. On va pouvoir lui transmettre du patrimoine, mais ce n'est pas un droit acquis. Cette distinction-là, on va la comprendre et la définir via le tableau que je vous mets juste sur ma gauche. En cas de présence d'enfants, il y a une réserve héréditaire qui est définie en fonction du nombre d'enfants. Si j'ai un enfant, la réserve héréditaire, c'est la moitié du patrimoine transmis. Si j'ai 2 enfants, la réserve héréditaire, ce sera 2/3. Si j'ai 3 enfants ou plus, ce sera 3/4 de la masse successorale qui sera forcément à transmettre aux enfants. Vous savez qu'en France, on ne peut pas déshériter un enfant, donc ce sont des biens acquis de droit. Il reste une quote-part, donc on l'a bien vu, et cette quote-part, c'est la quotité disponible. Cette quotité disponible, c'est une masse que vous pouvez transmettre à la personne que vous voulez, que vous allez pouvoir par exemple désigner dans un testament, mais dans un cas de dévolution successorale classique, c'est une masse qui ira au conjoint, s'il est encore présent, s'il est en vie. Donc on va reprendre notre exemple ensemble. Monsieur, madame, mariés sous le régime de la séparation, ils ont un bien, une résidence principale, qui vaut 200 000 €. Ils ont 2 enfants, monsieur décède. La masse propre de monsieur, c'est la moitié de la résidence principale, donc c'est 100 000 €. Ils ont 2 enfants, donc on l'a vu sur le tableau précédent, 2/3 de ces 100 000 € doivent, quoi qu'il arrive, aller aux enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le tiers disponible, on va pouvoir le transmettre au conjoint survivant. Le problème qu'on va avoir ici, c'est que le conjoint survivant va se retrouver en indivision, donc en situation d'indivision, ça veut dire qu'il va détenir une quote-part de la résidence principale, et d'autres personnes vont détenir le reste de la quote-part de cette résidence principale. Vous allez me dire, si je m'entends bien avec mes enfants, pas de raison qu'il y ait de soucis, de toute façon je suis majoritaire, je peux jouir de la résidence principale grâce au mariage, donc il n'y a pas de problème. Alors oui,
Tant que je veux y vivre, il n'y a pas de souci. Mais si un jour vous voulez vendre ce bien, vous êtes obligé d'avoir l'accord de tous les indivisaires pour pouvoir vendre. Là, ça peut être problématique. Si, par exemple, vous n'êtes pas d'accord sur la valeur de vente ou que une pièce rapportée, donc quelqu'un qui n'est pas de votre famille souhaite se mêler à cette situation, ça peut devenir plus complexe que ça ne devrait être. Il existe un autre choix pour le conjoint survivant, c'est d'opter pour 100% du patrimoine du conjoint en usufruit. Donc là, on va parler de démembrement. Vous savez que la jouissance d'un bien va se distinguer entre deux masses distinctes, mais qui ne sont pas distinctes physiquement. Ça va être l'usufruit, qui est le droit d'user du bien et de jouir des fruits, et la nue propriété, qui est finalement l'acte de propriété du bien. Dans le cas où le conjoint survivant opte pour l'usufruit, il va pouvoir bénéficier comme ça de la jouissance du bien, 100%, mais on est toujours dans cette problématique d'indivision. C'est vrai que de manière générale, sur des biens sensibles comme la résidence principale, on essaye tant bien que mal de l'extraire de la masse successorale ou de le transmettre directement au conjoint survivant. On peut le faire dans le cas où on ne déshérite pas les enfants, chose sur laquelle il faut faire vraiment très attention. On a la possibilité par exemple de mettre en place des clauses de préciput qui nous permettent de retirer certains biens de la masse successorale quand il y a un décès. Mais attention, quand on réalise ce type d'opération-là, il y a une créance qui existe vis-à-vis des enfants qui ne peuvent pas être lésés. Donc vous l'aurez compris, même en bénéficiant d'un régime matrimonial, on n'a pas la possibilité de transmettre 100% du patrimoine à son conjoint survivant. En tout cas, c'est pas si facile. Nous, ce qu'on va vous conseiller, c'est de bien faire attention à sortir les biens qui sont, on va dire, sensibles, donc typiquement la résidence principale, de la masse successorale quand vous pouvez le faire, et de pouvoir le transmettre comme ça au conjoint survivant pour que sur des biens de jouissance très sensibles comme ça, il n'y ait jamais de situation d'indivision avec des enfants ou autres, et donc éviter des problèmes de relations sociales au sein même de la famille. La première solution pour vous, c'est la mise en place d'une clause de préciput. Alors, cette clause de préciput, c'est un avantage matrimonial qui ne fonctionne que dans le cas d'une communauté. Il permet au conjoint survivant, quand c'est mis en place, de pouvoir retirer certains biens de la masse successorale. On va faire ensemble un exemple concret pour que vous compreniez bien l'avantage. Je suis marié, monsieur, madame, sous le régime de la communauté, on détient une résidence principale qui vaut 300 000 €, et moi, j'ai acquis via une succession des liquidités à hauteur de 50 000 €. En cas de décès, la masse successorale va être composée de ma quote-part de la résidence principale, donc 150 000 €, plus les liquidités dont je parlais juste avant, 50 000 €. 150 plus 50 000 €, la masse successorale, elle est de 200 000 €. La clause de préciput, elle permet au conjoint survivant de pouvoir retirer des biens qui appartiennent à la communauté de la masse successorale. Dans notre cas, ce bien, ça va être la résidence principale. Attention, vous vous souvenez de notre tableau tout à l'heure de la différence entre la réserve héréditaire et la quotité disponible. Bien, là, marié, 2 enfants, la quotité disponible, c'est 1/3. Sauf que si je retire la résidence principale, qui vaut 150 000 € à la masse successorale qui était de 200 000 €, ça veut dire que ira à mes héritiers seulement finalement les disponibilités, donc 50 000 €. Et on voit bien que 50 000 € ne correspond pas à 2/3 de la masse successorale. Dans notre cas, on voit bien que mes enfants pourraient être considérés comme lésés. Eh bien non, car la clause de préciput, elle échappe aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve. Et donc, je peux de cette manière transmettre plus de patrimoine, en tout cas du patrimoine commun, à mon conjoint survivant. Attention cependant, au second décès, ce patrimoine il est censé retourner aux enfants. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas le transmettre à d'autres personnes pendant la vie du conjoint survivant. Et on se rend compte comme ça que la clause de préciput est quand même bien plus intéressante que le testament, en tout cas dans une communauté, parce qu'encore une fois, la clause de préciput fonctionne uniquement sous le régime de la communauté. En cas de testament, je vais pouvoir désigner certains biens à transmettre à certaines personnes, mais par contre, je ne vais pas pouvoir venir réduire la réserve héréditaire de mes enfants par exemple. Dans mes exemples, je suis à chaque fois parti du principe que nous avions des enfants en commun. Mais il existe également des situations où il y a eu des enfants d'un autre lit, donc peut-être d'un autre mariage ou d'un autre pax avant. Et dans ce cas-là, en cas de décès, le conjoint survivant va avoir moins de droits. Par exemple, il ne va pas pouvoir bénéficier de 100% du patrimoine du conjoint décédé en usufruit. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, on pourrait estimer que l'enfant d'un autre lit serait
lésés. Il existe une alternative à cette situation, c'est la donation au dernier vivant, qui va permettre de donner plus de choix au conjoint survivant en cas de décès, typiquement pouvoir restaurer ce droit au 100% en usufruit. Vous l'aurez compris, ma situation matrimoniale, en tout cas la composition de mon foyer, impacte très largement sur la situation de mon conjoint survivant en cas de décès et également sur la protection pour mes enfants. C'est très important de l'anticiper, bien le comprendre et de faire des choix qui sont en cohérence avec votre situation personnelle. Cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, pensez bien à vous abonner, à laisser un commentaire, à aimer la vidéo. Nous, on se retrouve pour le prochain épisode qui abordera la protection du chef d'entreprise en cas notamment d'arrêt de travail. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt et prends soin de ton patrimoine.